Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Voici tout d'abord les faits qu'il faut retenir aujourd'hui. Pas d'engagement cette nuit sur le canal de Suez entre Égyptiens et Israéliens. Le cessez-le-feu qui expirait à 0 heure s'est transformé en un nouveau sursis de 3 mois. Nouvelle tension entre Russes et Américains. Les deux généraux de l'Air Force retenus prisonniers en territoire soviétique seront jugés pour violation de territoire. France, 3 mois seront nécessaires pour déterminer les responsabilités dans la catastrophe de Saint-Laurent-du-Pont. Cet après-midi, les députés évoqueront ce drame à l'Assemblée nationale. M. Marcellin, ministre de l'Intérieur, répondra aux questions posées. À Saint-Laurent-du-Pont, cet après-midi, les commerçants fermeront leurs portes pendant 1 heure en signe de solidarité avec leur maire suspendu, vous le savez, par décision gouvernementale. 5 conseillers municipaux ont, pour les mêmes raisons, présenté leur démission. Une pétition a été organisée par les habitants de Saint-Laurent en faveur de M. Perrin, tandis que bon nombre de ses collègues ont également protesté contre cette suspension. La tâche des maires est une tâche difficile, ont-ils déclaré. Les responsabilités civiles et administratives sont quelquefois insurmontables et en tout cas écrasantes. Et elles sont de plus bénévoles. De nos envoyés spéciaux dans l'Isère, voici recueilli précisément le témoignage de l'un des maires qui était hier avec une 50aine de ses collègues aux côtés de M. Perrin. Ça fait plus de 6 mois. Est-ce que vous avez l'impression, monsieur le maire, que votre rôle est plus important, moins important qu'il y a 50 ans à la tête du gouvernement? Eh bien, je ne peux pas vous dire il y a 50 ans, mais il y a 18 ans, mon rôle est de plus en plus important et prenant. Et je considère qu'aujourd'hui, il est presque anormal de demander à un maire qui, en France, est encore un bénévole, alors que dans tous les autres pays, ils ne sont plus des bénévoles, de leur demander de suivre les affaires comme il faudrait les suivre aujourd'hui. Car notre pouvoir a évolué de la simple administration à toute une promotion de développement économique, social et culturel, et que ça nous prendrait largement notre temps, et qu'il faut aujourd'hui réviser ce statut. Il faut que les maires soient détachés et payés par les communes, comme dans les autres pays, y compris l'Autriche. C'est une réforme du rôle du premier magistrat de la commune que vous envisagez et que vous souhaitez? Moins du rôle que du statut. C'est le statut que nous avons qui ne nous permet pas d'exercer notre mandat en toute liberté, puisqu'il faut que nous gagnions notre vie par ailleurs, et qui nous laisse que le soir, la nuit ou le samedi et le dimanche pour satisfaire, ou pendant les repas, satisfaire nos obligations de premier magistrat. Ce qui fait qu'à l'issue de cette réunion des maires du département, ici à Saint-Laurent-du-Pont, la motion dit que les maires sont solidaires de M. Perrin. Nous sommes solidaires pour 2 raisons. D'abord parce que nous pensons qu'il y a eu injustice à avoir frappé un élu avant que la justice ait conclu à sa responsabilité. Et deuxièmement, même s'il y a eu des erreurs de sa part, et je dirais presque des fautes qui sont pour nous presque fatales, puisque nous ne sommes pas toujours présents chez nous, dans notre commune, et que nous ne pouvons pas tout surveiller, et étant donné ce manque de temps dont je vous ai parlé, je considère que là encore nous devons nous solidariser pour obtenir enfin que les communes disposent des moyens financiers, car c'est une honte en France que nous n'ayons pas de moyens financiers pour faire notre travail, pour mettre en place des services qui nous sont indispensables actuellement, comme conseil technique sur le plan de l'urbanisme, que sur le plan des constructions et sur le plan de beaucoup d'autres, dans d'autres secteurs. Et troisièmement, je pense que nous sommes solidaires aussi parce qu'il s'agit de quelqu'un que nous connaissons et qui est parfaitement honnête, alors qu'on entend déjà dire des choses sur lui qui ne sont absolument pas normales. Voilà posé en tout cas un problème très important au niveau de ce qu'on appelle la déconcentration et les responsabilités locales. Il est évident, malheureux, tragique même, que cela se soit fait à l'occasion de telles circonstances, mais là aussi je crois que ces problèmes de maire et de mairie doivent être posés. En ce qui concerne en tout cas les suites de l'affaire, le juge de Grenoble a l'intention de mener son instruction le plus rapidement possible, mais sans hâte excessive. Tant de témoignages seront nécessaires, tant de dossiers administratifs seront à ouvrir ou encore à trouver, tant de questions restent encore posées. Des questions que dès cet après-midi à l'Assemblée, les députés poseront au ministre de l'Intérieur, M. Marcellin. Et après ce débat, les députés se retrouveront d'ailleurs sur ces mêmes bancs de l'Assemblée pour aborder la discussion du budget de l'agriculture. Et il s'agit, je vous le rappelle, du seul budget qui soit en diminution par rapport à l'année dernière. Mais paradoxalement, ce n'est pas une mauvaise chose et je voudrais bien, François-Henri Vallée, vous expliquer pourquoi ce n'est pas une mauvaise chose. Mais c'est très simple, ce n'est pas une mauvaise chose dans la mesure où cela reflète la diminution des excédents agricoles. Depuis quelques années, vous le savez, la France croulait sous les excédents et le coût de la vente à perte de ces excédents, le coût de leur stockage, le coût même de quelquefois de leur destruction, était fort élevé pour les contribuables, le record ayant été atteint
en 1969 avec 7,5 milliards de nos francs actuels. Jacques Duhamel, qui est le ministre de l'Agriculture, estime qu'en 1971, il pourra se satisfaire de 4,7 milliards de francs pour financer le soutien des marchés. Aussi présentera-t-il un budget en diminution de près de 5%, ce qui, quand on sait que le budget général de la France est en augmentation de plus de 8%, permet quand même de mesurer que c'est tout de même un événement. Et vous voyez que l'économie moderne, c'est le monde à l'envers, et que les années de vaches maigres sont finalement quelquefois plus intéressantes que les années de vaches grasses. Mais alors peut-on considérer que le problème, disons, de la surproduction agricole va être réglé, est réglé? Et réglé, non, ce serait prématuré de le dire, parce qu'en fait, il faut bien voir qu'on consacre quand même 4,7 milliards de francs en 1971 au soutien des marchés, c'est-à-dire quand même 1,5 milliard ancien par jour. Alors, finalement, est-ce que ce budget, cet après-midi, est-ce que ce budget plus tard, donc à partir de cet après-midi, sera, disons, adopté facilement? Bon, facilement, c'est peut-être pas le mot, d'abord parce que c'est traditionnellement le budget où le plus d'orateurs se présentent à la tribune. Ensuite, parce que les députés des zones rurales auraient voulu que l'argent ainsi économisé sur le soutien des marchés ne soit pas reversé à d'autres ministères, remis dans la balance générale, mais qu'il soit consacré à moderniser l'équipement de l'agriculture et à aider les petits exploitants les plus défavorisés. Bien, merci François de Roland-Virieux. À l'Assemblée nationale, toujours, hier soir, était adopté le budget des affaires étrangères. Et à cette occasion, le ministre, M. Maurice Schumann, s'est expliqué, selon la coutume, sur les principaux points de la politique étrangère française. La construction européenne, qu'il faut envisager avec une certaine prudence, la crise du Proche-Orient, et dans cette affaire, le ministre a rappelé la position française. Hâter l'accord des 4 grands aurait, a dit le ministre, un effet décisif. En tout cas, hier soir sur le terrain, Israéliens et Égyptiens étaient en état d'alerte de part et d'autre du canal de Suez. Le cessez-le-feu expirait en effet à 0 heure. On savait bien sûr qu'un nouveau sursis de 3 mois était accepté de part et d'autre, mais la tension des deux armées marquait encore hier la fragilité actuelle d'un tel accord. Affaires internationales toujours, et affaires également en suspens, en négociation, le problème de Berlin. À Berlin, les ambassadeurs des 4 grandes puissances examinent les possibilités d'améliorer les accès à l'ancienne capitale du Reich. Et à l'issue de la réunion de mercredi, ils ont constaté que des progrès avaient été réalisés sur certains aspects essentiels de la négociation. Alors, quels peuvent être ces aspects essentiels? Ce sont des questions que se pose maintenant pour vous Bernard Volker. Vous allez voir sur ces images les voies d'accès à Berlin, aériennes, par les célèbres couloirs, fluviales, terrestres et ferrés. Les 4, français, soviétiques, américains et britanniques, négocient pour que ces voies d'accès, qui toutes passent par l'Allemagne de l'Est, soient libres de toute entrave. Le régime communiste, faute d'être reconnu par les Occidentaux, s'est constamment employé ces dernières années à montrer qu'il était maître chez lui en bloquant les voies terrestres d'accès. Il n'y a plus eu de blocus, mais une gêne permanente du trafic. À la suite de la signature par Bonn, cet été, d'un traité avec Moscou, les Russes semblent être disposés à relâcher leur pression sur Berlin. Il ne faut pas oublier que la responsabilité des 4 s'étend à l'ensemble de la ville, donc également à la partie dont l'Allemagne de l'Est fait sa capitale. Mais bien entendu, il n'est pas question aujourd'hui d'arriver à abattre le mur qui sépare l'Est de l'Ouest. Il s'agit de permettre aux Berlinois de l'Ouest de se rendre dans leur famille à l'Est, ce qui leur est refusé jusqu'à présent, et aussi de prendre leur voiture pour aller en Allemagne de l'Ouest sans être bloqués sur l'autoroute. Les Soviétiques ont peut-être mercredi posé certaines exigences concernant la présence de Bonn à Berlin-Ouest, et en échange, ils auraient assuré les Occidentaux de leur volonté de parvenir à un accord écrit. Il ne semble pas que les questions concrètes fassent déjà l'objet d'un accord. La participation de Berlin-Est et de Bonn au règlement de l'affaire devra être discutée. Il serait sans doute exagéré de dire que cet accord écrit pourra être réalisé avant l'année prochaine. Les 2 généraux américains qui avaient fait, rappelez-vous, un atterrissage forcé en Arménie soviétique ne sont pas à bout de leur peine. Ils seront peut-être jugés pour violation de territoire, encore que l'information ne soit pas vraiment confirmée. Enfin, on peut se poser la question, pourquoi cette menace? Eh bien, peut-être tout simplement parce que les soviétiques sont excédés par l'espionnage aérien continuel auquel se livrent au-dessus de leur territoire les engins américains de l'U-2 aux satellites. Il est toutefois un fait certain, c'est que ces engins, ne l'oublions pas, existent quand même dans les 2 camps. Et ce n'est un secret pour personne, en Amérique du moins, que ce domaine,
donc de l'espionnage est l'un des domaines les plus importants des activités militaires et spatiales. Alors, à ce propos, François Ridvirieux, vous nous avez apporté un invité, vous avez invité notre confrère Robert Clark de François, qui est un spécialiste de cette question. Oui, qui est l'auteur du livre que j'ai sous les yeux, qui s'appelle « L'espion qui vient du ciel », et dont le titre se passe de commentaires. Si nous avons demandé de venir, Robert Clark, aujourd'hui, c'est parce que les Américains avaient annoncé leur intention d'envoyer aujourd'hui un satellite d'un type nouveau. Alors, je voudrais que vous nous parliez un peu de ce satellite. Oui, les Américains doivent lancer aujourd'hui un satellite d'espionnage d'un type nouveau, qui sera plus perfectionné que les autres, et qui sera chargé essentiellement de suivre le lancement des missiles qui pourraient être lancés du RSS ou de Chine. Et ce satellite sera situé à 36 000 km de la Terre. Il sera en quelque sorte accroché au-dessus du même point, au-dessus d'un point de l'Asie du Sud-Est. Voilà, je crois, les images de la fusée qui servira à le lancer. C'est ça. Ce satellite sera lancé par une puissante fusée Titan 3C, qui sont en général les grandes fusées utilisées par les militaires américains pour lancer ces satellites. C'est une fusée très puissante qui peut satelliser plusieurs tonnes sur une orbite basse, mais qui peut aussi envoyer un engin qui sans doute pèsera autour d'une tonne, 800 kg à une tonne, sur une orbite très excentrique, puisqu'elle sera située à 36 000 km de la Terre. Alors cet engin, quel sera son intérêt? Ce sera surtout de permettre aux Américains de pouvoir augmenter le délai d'alerte en cas de lancement de missiles. Vous savez que les Américains sont très sensibles au fait qu'à l'heure actuelle, ils ne disposent que de 10 minutes ou un quart d'heure entre le moment où ils aperçoivent un missile et le moment où ce missile va venir frapper un centre stratégique américain. Et le grand problème à l'heure actuelle des Américains, c'est d'augmenter ce délai. Et pour augmenter ce délai, ils ont donc imaginé de suspendre au-dessus de l'Asie ce nouveau satellite bourré d'électronique qui, avec ses systèmes infrarouges, détectera au moment du lancement les missiles ennemis. Oui, en fait, on ignore généralement que grande part de l'activité spatiale est consacrée à des usages militaires. Sur les 5000 objets qui ont été lancés depuis 1957, combien sont des satellites militaires à votre avis? On peut estimer que environ la moitié des lancements faits sont des lancements militaires, soit des satellites d'espionnage, soit des engins destinés à voir si on ne pouvait pas mettre une bombe atomique sur orbite ou lancer un missile avec une bombe atomique qui passerait par une trajectoire en orbite avant de venir frapper la Terre. Oui, vous nous avez dit que le satellite qui sera ou devrait être lancé aujourd'hui était un satellite nouveau. Alors, en quoi consistent les autres satellites? Eh bien, depuis 1960, les Américains et les Soviétiques lancent assez régulièrement des satellites qui tournent autour de la Terre. Ils en tournent sans doute en ce moment un ou deux, sinon plus, qui observent sans cesse avec leurs caméras perfectionnées et leur système infrarouge tout ce qui se passe au-dessous d'eux. Et bien entendu... Qu'est-ce qu'on peut voir? Qu'est-ce qu'on peut voir dans cette... Eh bien, on voit des choses très précises. Enfin, on n'a pas donné des chiffres très précis, parce que rien n'est publié là-dessus, mais enfin, on estime que c'est de l'ordre, disons, d'une dizaine de centimètres. On dit qu'en boutade, que les satellites américains peuvent voir les grades sur les épaulettes des officiers soviétiques, et les soviétiques répondent en disant que leurs satellites peuvent compter les boulons des fusées américaines, mais en fait, on n'en est pas très loin. Les Russes sont arrivés à en lancer, je crois, un tous les 15 jours actuellement. Les Américains et les Russes en lancent à peu près un tous les 15 jours. Là, les techniques sont différentes. Les Américains récupèrent les photos qui sont prises dans des petites capsules qui sont prises... Des fils à papillons. C'est ça. Ce sont des avions américains qui, au-dessus des îles Hawaï, transportent une sorte de fil à papillon qui attrape au vol la capsule. Et les Russes, qui ont toujours des solutions un peu plus simples en ce qui concerne les problèmes de l'espace, font tout bonnement revenir sur Terre leurs satellites d'espionnage, exactement comme ils font revenir sur Terre les satellites qui contiennent les astronautes ou les grands satellites scientifiques. Et les Américains et les Russes, je crois, considèrent, au fond, sont assez... ça les arrange qu'il y ait un certain équilibre entre leurs satellites respectifs. Ils ne sont pas inquiets des progrès de l'autre. Pas du tout, et je crois qu'au fond, il ne faut pas être inquiet de ces satellites d'espionnage qui rendent le plus grand service, étant donné qu'ils sont beaucoup plus précis, qu'ils apportent des renseignements plus exacts, plus nombreux et plus précis que les espions en chair et en os. Il serait difficile à un espion d'aller à l'heure actuelle, plus objectif, il serait difficile à l'heure actuelle à un espion d'aller sur les bases de lancement soviétiques ou chinoises surtout, alors que les satellites passent chaque jour au-dessus de la Chine et au-dessus de l'URSS et rapportent aux Américains des renseignements extrêmement précis sur les installations militaires. Oui, donc renforcement de la sécurité. Exactement. Écoutez, je vous remercie. Merci messieurs, et nous allons rester, si vous voulez, dans le domaine de l'espace aérien, mais sur un plan, disons, beaucoup moins secret et beaucoup moins militaire. Nous allons vous parler de l'aviation civile en France.
Vous ne le savez peut-être pas, mais il existe sur notre territoire 11 compagnies privées et régionales de transport aérien. Et récemment, ces compagnies viennent de se grouper en une même association qui s'appelle l'ATAR. Cela dit, on peut dire que les affaires vont bien et l'on en comprend peut-être les raisons si l'on jette un coup d'œil sur cette carte des autoroutes présentes ou futures en France. Regardez bien, en Bretagne par exemple, pas d'autoroute. Alors, pour desservir rapidement les principales villes de France, la compagnie Rousseau Aviation, par exemple, est magnifiquement bien placée. Un reportage à ce propos de Jean-Pierre Quittard et Daniel Mayer. Cet appareil, un Hawker Siddeley 748, vaut 750 millions d'anciens francs. Ses passagers ont en poche un billet de la compagnie Rousseau Aviation, qui est le propriétaire de cet appareil. Rousseau Aviation, c'est la première des 69 compagnies de transport aérien de 3e catégorie, et sur ces 69 compagnies, 16 exploitent des lignes régulières à l'intérieur du territoire français. Ainsi, à côté des grandes compagnies comme Air France, UTA ou Air Inter, il y a d'autres compagnies de transport aérien en France. Cette année, par exemple, ces compagnies ont transporté 250 000 passagers. L'aventure Rousseau a commencé à Dinard en 1963 avec l'achat d'un premier appareil, c'était un Douglas DC-3 semblable à celui-ci. 4 ans plus tard, Rousseau achetait des Nord 262 et aujourd'hui 14 appareils sillonnent le ciel de la Bretagne aux couleurs de cette compagnie. Mais à côté des avions, il y a la mécanique et l'entretien des appareils. Ces ateliers sont uniques en Europe puisqu'une dizaine de compagnies confient leurs appareils aux mécaniciens de Rousseau Aviation, soit pour les vérifications, soit lorsque le besoin s'en fait sentir pour les réparations. On n'est jamais si bien servi que par soi-même. La compagnie forme ses pilotes. 2 simulateurs de vol et 170 heures de cours permettent chaque année le perfectionnement d'une trentaine de pilotes. Cette formation maison, le commandant Vigneron nous dit ce qu'il faut en penser. Le 280-280. Nous formons les gens spécifiquement pour les problèmes que nous aurons après en ligne, des problèmes qui sont propres à notre exploitation, propres au territoire breton, propres aux petites lignes que nous exploitons. Donc nous formons réellement ces gens pour nos besoins. Le méthanol va arriver ici sur... Formation et perfectionnement des pilotes, mais aussi formation et perfectionnement des techniciens et des mécaniciens. Le jour où nous avons tourné ces images, un instructeur qui revenait d'Angleterre expliquait les caractéristiques du dernier né de la compagnie, le HS 748, que nous avons vu tout à l'heure. Qui commandera la quantité de méthanol injecté sera fabriqué dans ce régulateur. Alors ce régulateur, hier on en a déjà parlé quand on a traité du circuit du couplemètre. On redresse le... Autre centre de formation, les hôtesses. Ce sont pour la plupart des jeunes filles originaires de Dinard et de ses environs. Après 2 mois de cours théoriques, elles sont lâchées sur les lignes où elles retrouvent les passagers et l'ambiance des cabines. Elles sont pour l'instant les seules à avoir adopté la mode midi en vol. Pour ces hôtesses, travailler sur des appareils de moyen tonnage, cela offre quelques avantages. Sur le bas-ventre. On a beaucoup plus contact avec les passagers du fait que les avions sont plus petits. On n'a plus de contact avec eux, on peut être plus près d'eux, on a l'occasion de converser avec eux, mais les problèmes qui se posent pour une grande compagnie sont les mêmes pour une petite, exactement. Derrière tout ça, il y a un homme de 42 ans, le voici, c'est Claude Rousseau. De l'avis de ses collaborateurs, ils sont 250, ce n'est pas un patron, c'est un copain. L'amour de l'avion lui est venu voici 23 ans à l'occasion d'un baptême de l'air. Elle ne l'a plus quitté. Aujourd'hui, sa compagnie est la première dans sa catégorie puisqu'elle a transporté cette année 170 000 passagers. Cette réussite demandait des explications. Les voici. 12 082 heures 55. Je pense que la réussite d'une entreprise comme la mienne est due, bien sûr, à l'animation que je peux lui donner, mais surtout à la participation complète de mon personnel. Et dans ce domaine-là, il faut être très près d'eux, de leurs problèmes que je connais. Puisque en définitive, moi-même, en 1953, j'étais ajusteur mécanicien. Donc je suis près de leurs problèmes et je m'arrange à essayer de les résoudre chaque fois que je le peux.
le secret Rousseau, c'est d'abord la ténacité. J'ai recherché, depuis l'origine, à être le transporteur aérien auxiliaire, c'est-à-dire à ne pas heurter les grandes compagnies actuellement en place. Et je n'ai donc œuvré que dans ce but de complémentarité, et je crois que là, nous avons réussi. Grâce à des dispositions particulières, nos prix étant compétitifs, il est bien évident que la clientèle étant satisfaite de nos conditions, vient chaque année de plus en plus nombreuse. Les sports maintenant. Jean-Michel Lelio, donc cette défaite des Sardes de Cagliari en Coupe d'Europe des clubs contre les Espagnols de l'Atlético de Madrid. Oui, c'est ça, oui. Les Sardes, c'est un grand mot, remarquez, parce que je crois qu'il y a un Sarde dans toute l'équipe de Cagliari. Les autres ayant été achetés dans d'autres clubs. Mais en tout cas, la défaite n'est pas surprenante. Pourquoi? Parce que vous savez que Riva avait été blessé. Voici d'ailleurs quelques photos de ce match avec Albertozzi, qui est toujours le gardien de Cagliari. Et Albertozzi qui a été souvent sollicité, pour preuve d'ailleurs ce chiffre des corners. 12 pour Cagliari et 3 pour Atlético. Et il a été marqué ce score par un penalty à la 72e minute. C'était le deuxième but pour Atlético de Madrid. Finalement, l'Atlético a triomphé. Vous voyez qu'Albertozzi ne peut rien ici. Et Nicolai étant blessé, les hommes de Cagliari restant à 10 sur le terrain. Le score est de 3-0 en faveur de l'Atlético. Au match aller, il était de 2-1 en faveur de Cagliari, c'est dire que l'Atlético s'est qualifié. Tomasini, encore un incident, Tomasini, le numéro 2, le deuxième à partir de la gauche ici sur votre écran, a été expulsé du terrain par l'arbitre à la 72e minute, justement au moment du penalty. Donc une surprise, une demi-surprise, disons, parce que Riva n'était pas là, et Riva, du moins Cagliari sans Riva, n'est plus tout à fait Cagliari, il l'a encore prouvé hier soir. Et de toute façon, l'Atlético de Madrid est une très belle équipe qui a ainsi accédé au quart de finale de la Coupe d'Europe. J'aimerais aussi vous parler de boxe, car il y a des grands matchs en perspective. Le Canadien Paduano a signé sa 22e victoire. Vous vous souvenez de Paduano, l'ancien adversaire, il avait d'ailleurs triomphé de Cerdan. Paduano a gagné à Toronto contre Don Ross, un garçon de 35 ans, en 10 reprises. Cassius Clay, on en reparle, Mohamed Ali, comme vous voulez. Il a fait lui un retour remarqué à New York pour l'annonce officielle de son prochain combat. Rendez-vous le 7 décembre au Madison Square Garden de New York, 18 000 personnes, circuit fermé, recette $850 000. Il rencontrera l'Argentin Oscar Bonavena, deuxième poids lourd mondial. Et pendant ce temps-là, un autre tenant du titre, disons que Cassius ne l'est pas, le vrai tenant du titre d'après la Fédération mondiale de la boxe, c'est Frazier, qui lui sera opposé, vous allez le voir en image ici, à l'entraînement, il sera opposé à cet autre garçon que nous allons vous présenter, Bob Foster, champion du monde des mi-lourds, qui est passé dans la catégorie supérieure pour essayer de ravir à Frazier le titre mondial des poids lourds. Cela n'inquiète pas outre mesure Cassius Clay, qui se dit toujours champion du monde, puisqu'il n'a jamais été battu, et qui espère bien battre Frazier au mois de février. D'autre part, le Basque Hurtin, lui, se prépare toujours dans la catégorie des poids lourds à Londres. Ici, il fait son footing pour affronter Cooper mardi prochain à Londres. Vous voyez que les boxeurs sont sur le pied de guerre. Et maintenant, j'aimerais vous parler d'autres boxeurs français, ceux-là. Ils étaient à la Salvagram hier soir. Vous les voyez ici en action. Le blond, c'est Jean-Pierre Smith, opposé au nordiste Thomas. Jean-Pierre Smith, fixé à Paris, rencontrait à la Salvagram donc Gérard Thomas. Schmitt, battu il y a 8 mois par Robert Gallois, n'avait pratiquement pas remis les gants depuis cette époque et sa rentrée n'a pas été convaincante. Certes, Schmitt a battu Thomas, vous allez le voir, d'ailleurs il le domine quelque peu ici au cours de ces quelques secondes de rencontre que nous vous présentons, mais ce dernier s'est très bien défendu, je parle de Thomas, notamment en réussissant des contres. Thomas avait une blessure à l'œil gauche à la suite d'un coup de tête involontaire de Schmitt au cours de la première reprise. Vous la voyez très bien d'ailleurs cette blessure ici. Les juges ont accordé 6 points de plus à Schmitt. C'est dès le 6e round que ce dernier de face ici, alors que la fin du combat vient de résonner ici, a accéléré son rythme. Les juges ont donné Schmitt vainqueur. C'était logique, mais pas tellement convaincant. On aimerait revoir Schmitt dans de meilleures conditions. Et maintenant, vous allez vraisemblablement l'été, comme Jean-Pierre Lannes, qui est un amoureux, je crois, de la pêche sous-marine, nager le long des côtes françaises avec des palmes. Et savez-vous qu'il existe des compétitions avec palmes? Pierre Fula les a suivies pour nous. L'apparition des palmes en compétition cause actuellement une petite révolution. Oui. En effet, l'utilisation des accessoires en nage subaquatique modifie les données de la natation traditionnelle, surtout lorsque ces palmes atteignent 1 mètre de long. On nage plus vite, plus loin et plus longtemps. 19 secondes de dixième, c'est le temps réalisé en apnée sous vos yeux durant 50 mètres par le soviétique Bardakevitch, une véritable fusée sous-marine.
La grande innovation dans le domaine des palmes nous vient du RSS avec la jeune soviétique Turukalo, qui utilisait hier une palme unique lui permettant d'imiter la nage du dauphin. C'est beau et c'est efficace. 54 secondes 5 dixièmes au 100 mètres, rien de comparable avec le record du monde en nage classique de l'Australienne Dawn Fraser, 58 secondes 9. Quel est l'avenir de la nage avec palme en compétition? Nous doutons qu'il soit en piscine. En revanche, cette nouvelle discipline peut beaucoup apporter dans le domaine des loisirs et des courses de grand fond. Ce qui est dramatique, en tout cas, Jean-Michel Hulot, c'est quand on enlève les palmes et qu'on essaye de renager normalement. Oui, d'ailleurs, ça s'adresse à des muscles tout à fait différents, des muscles de la jambe en particulier. Très Bien difficile de évidemment. nager avec les palmes. Bien, si vous voulez, maintenant, nous allons immédiatement nous rendre à la Bourse de Paris, car Michel Tardieu nous signale qu'il y a une activité assez fournie aujourd'hui. À vous, Michel Tardieu. Oui, le marché tourne encore assez rond aujourd'hui, mais il y a quand même une majorité d'effritement. Je veux dire que les transactions sont un peu plus importantes que le jour précédent, mais dans le mauvais sens, puisqu'il y a un petit peu plus de baisses, des baisses légères, que de hausses. Donc rien de très nouveau en ce qui concerne les informations financières et économiques sur le plan national, rien de très nouveau non plus aux États-Unis, où à Wall Street c'est encore l'attentisme qui domine. Comme au début de la semaine, les Américains attendent de savoir si la grève de General Motors s'arrange et si les taux d'intérêt bancaires baissent. Et puisqu'il y a donc un certain calme de l'information immédiate, je voudrais revenir sur un sujet qui intéresse beaucoup de Français, ce sont les SICAV. Il y a en France 600 000 personnes qui ont acheté des parts de SICAV, donc ceux-là sont directement intéressés, et puis il y a aussi ceux qui se demandent s'ils doivent en acheter. Je voudrais en reparler aujourd'hui parce que notre confrère La Vie Française publie ce matin un article de M. Michel Caplin, qui est le président de l'Association des fonds d'investissement en France, et qui répond à un article qu'avait déjà publié La Vie Française, qui lui attaquait les SICAV et disait qu'il fallait arrêter leur prolifération. Mais je voudrais vous laisser voir les cours de la séance d'aujourd'hui pendant que je parle de ce sujet plus intemporel. Oui, la querelle entre les partisans et les adversaires des SICAV est ancienne. Pour la simplifier, disons que les adversaires de ces sociétés d'investissement à capital variable, qui n'ont d'autre rôle et d'autres activités que d'acheter des titres en bourse ou de placer de l'argent en compte dans des banques, leur reprochent d'être, en raison de leur dimension, des obstacles à un bon fonctionnement du marché financier. Vous savez que pour qu'un marché fonctionne bien, les vendeurs et les acheteurs doivent être sur un pied d'égalité. Il ne faut pas que certains soient beaucoup plus gros que les autres, il ne faut pas qu'il y ait ce qu'on appelle des oligopoles. Eh bien, les adversaires des SICAV disent que ces SICAV ont un gros inconvénient, c'est qu'elles font à peu près la même chose en même temps. Parce que les gens qui décident de leur placement, les analystes financiers, comme on dit, ont tous la même formation, ils jugent selon les mêmes critères, et ils ont un petit peu tendance à faire la même chose en même temps, et disent ces adversaires, eh bien, on l'a vu dans des opérations récentes, comme Michelin ou Péchinet, où des positions ont été prises sur un plan très général par les banques et les sociétés d'investissement. Je crois que sur le plan de la philosophie financière, c'est le plus gros reproche qu'on adresse aux SICAV. Et M. Caplin y répond aujourd'hui en disant que la convergence des opérations des SICAV n'est pas du tout évidente et que quelquefois certaines achètent un titre quand les autres le vendent. Mais entre gens d'argent, bien sûr, les querelles ne sont jamais tout à fait philosophiques. La polémique courtoise dont La Vie Française se fait l'écho traduit la rivalité qui existe entre les agents de change et les banques. Et aussi un petit peu les sociétés d'assurance, puisque certaines ont créé leur SICAV. Les agents de change ont un privilège de négociation qui leur permet bien sûr de toucher les commissions pour exécuter vos ordres de bourse. Et ils ont un peu l'impression qu'avec les SICAV, les banques mettent en péril leurs privilèges. Dieu me garde de mettre le doigt entre l'arbre et l'écorce, mais je voudrais simplement donner quelques réflexions personnelles sur ce sujet. Je crois qu'il faut uniquement juger en termes d'efficacité. L'épargnant, quand il dispose de sommes modestes, disons pour clarifier les choses, de moins de 30 000 ou 40 000 francs actuels, peut difficilement diversifier son portefeuille en achetant directement en bourse. Les SICAV, en revanche, lui permettent d'acheter au détail, un petit peu de tous les compartiments. Quand il achète une part de SICAV, il a un petit peu de pétrole, un petit peu d'alimentation, un petit peu d'automobile, etc. Donc c'est un avantage sur le plan de la diversification et donc de la limitation des risques. Mais si j'en juge par le courrier que je reçois, les SICAV sont souvent vendus selon des méthodes importées des États-Unis et peut-être mal adaptées à la psychologie française. Beaucoup de gens qui ont reçu des démarcheurs de SICAV qui leur ont promis des rendements assurés et magnifiques s'étonnent de voir que les SICAV peuvent baisser comme n'importe quel autre titre. Et pour la clientèle plus fortunée, qui elle peut choisir librement et raisonnablement entre l'achat direct en bourse et la SICAV, je crois que le seul critère absolu, c'est le rendement.
Il faut que, vous voyez le tableau des SICAV avec une comparaison entre leur cours au 1er janvier et leur cours d'hier. La plupart sont en baisse. Eh bien, je voulais vous dire que le critère, justement, c'est de savoir si les SICAV sont capables de faire mieux que l'indice moyen de la bourse. D'après ce tableau, la plupart des grandes SICAV ont fait mieux que l'indice moyen, puisque la baisse de l'indice moyen des agents de change est de 8,5% et qu'aucune de ces SICAV, à l'exception de Soginter, n'a baissé d'autant. Soginter baisse beaucoup parce que Soginter est très lourdement chargé en valeurs étrangères et que les valeurs étrangères ont plus baissé que les valeurs françaises. Donc, aux gestionnaires de SICAV de montrer ce qu'ils sont capables de faire, et aux agents de change qui, eux, gèrent des comptes directement, d'essayer de montrer qu'ils sont capables de faire mieux que les gestionnaires des SICAV. Nous sommes dans le temple de la libre concurrence, et bien, comme dirait Jean-Michel Leliot, que le meilleur gagne. Sur le marché de l'or, vous le voyez, on est un petit peu en reprise, aussi bien sur le kilo que sur la barre. Ici, la Bourse de Paris, à vous Jean-Pierre Lannes. Eh bien, merci Michel Tardieu, ainsi se termine Télémidi. Merci de nous avoir écoutés et bonne journée.